Épisode 2. Je suis Daméloine, Philios de Méria, Antélis de Sélaman de Nédeb, et mon temps est venu. Tessia se redresse alors qu'elle voit bien que ses parents ont les yeux exorbités. J'ai encore beaucoup à apprendre, et vous aussi. On va faire ça tous les trois, mais là j'ai faim. Je boufferais un ours brun d'Alaska, maman. T'as fait quoi pour dîner? Déstabilisée comme sortant d'une sorte de cauchemar, Justine répond spontanément « Du cochon en croûte ». Puis se levant, subissant l'effet Glenlivet de plein fouet, elle ajoute « Dis-moi, Obi-Wan, ce truc de bénèbre, ça ne t'a pas rendu Fatma ou Youpin, hein? T'as droit au cochon, j'espère » demande-t-elle légèrement narquoise. Plus tard en soirée, Tessia au lit, visiblement épuisée, Justine glisse à voix basse à Quentin. Il est temps de mettre le comparé dans la confidence de sorte qu'Henri, le parrain, en Corse, t'as bien compris, puisse intervenir. T'es d'accord? Faut absolument lui en parler à ton père. Henri, je veux bien, mais papa et Henri ne font qu'un. T'inquiète, je m'occupe de tout comme d'hab. Quentin hausse les épaules et retraite dans son bureau. Le Henri que Quentin et Justine veulent voir intervenir s'appelle Henri Mathieu. Il a 81 ans, il porte ses cheveux plutôt longs à l'arrière, dévoilant une calvitie frontale plus qu'évidente. C'est le grand patron du groupe tactique de recherche, d'observation et d'investigation scientifique, le G3, situé tout près d'Ottawa, la capitale canadienne. Originaire de Genève, Henri Mathieu est un chercheur accompli bénéficiant d'une imposante fortune familiale. Il a parcouru le monde entier, menant des expéditions de recherche très sophistiquées avec des experts de renom. Il dirige cette puissante multinationale spécialisée en recherche scientifique et parascientifique pour le compte du gouvernement des deux côtés de l'océan. Ses recherches portent notamment sur les ILF, les fréquences basses extrêmes permettant la communication sous l'eau, sous terre et dans des conditions extrêmes. Mais le G3 se préoccupe également de manifestations dites UPM, soit ufologiques, paranormales et métaphysiques, dont les rencontres spectrales. Tout a commencé lorsqu'avec son épouse, aujourd'hui décédée, Henri a connu Valerio Bartoli, le père de Justine, un richissime Corse très peu amène, lors d'un voyage à Venise. Les deux voulaient acquérir la même résidence et c'est dans la confrontation qu'ils se sont connus. Bartoli, un rigoriste dans l'âme, fidèle aux vertus du capital pour qui les scrupules sont des trucs blanchâtres dans les cheveux, est narcissique, égocentrique, arrogant et colérique, et donne, avec Henri Mathieu, tout son sens à l'expression être aux antipodes l'un de l'autre. Mais c'est Mathieu qui emporta la résidence. Impressionné, Bartoli ne fut plus jamais le même et devint le mécène inconditionnel de ce qui allait devenir le G3. Henri Mathieu cite souvent Mark Twain. Il existe deux grands moments dans la vie d'un homme, quand il voit le jour et quand il sait pourquoi. Henri Mathieu croit que cette histoire avec Tessia pourrait être extrêmement plus sérieuse qu'elle n'y paraît et qui sait, en corrélation directe avec cette histoire d'astéroïdes. Devant lui, dans son bureau de New York où il a été invité à se rendre dans les plus brefs délais, se tient précisément le compare, Valerio Bartoli. L'homme, très grand, d'un âge respectable, au visage grêlé, porte ses cheveux argentés et ondulés repoussés vers l'arrière. Il est intimidant dans le port altier de sa personne, dans le charisme irradiant de sa personnalité, avec ses yeux bleus glaciés enfoncés sous d'épais sourcils broussailleux, entièrement blancs. Son nez busqué sur un visage de pierre et son teint perpétuellement bronzé, bronzé naturel, il va sans dire, il salue Henri et remercie pour leur présence les membres de l'état-major du G3. Suzel Chevalier,
historienne et assistante d'Henri, Normand Jourdain, astrophysicien et directeur du département des recherches depuis le départ de son frère René, et Hans Jaeger, ex-colonel des forces armées d'Allemagne, responsable de la sécurité. Valerio Bartoli se lève et se tient les deux mains sur le dossier de son fauteuil. Je vous ai tous conviés ici pour une seule et unique raison, ma petite fille Tessia. Il laisse passer un moment, puis, joignant ses doigts comme pour une prière, Tessia est avec son père Quentin et ma fille Justine dans une suite du Lot. Ils attendent mon signal pour que nous allions les rejoindre pour le dîner. Vous connaissez son histoire, survenue à Paris, sa disparition dans le Marais, cette Garonne qui l'aurait emmené à bord d'un vaisseau dans l'espace, ces objets par centaines invisibles à l'œil nu mais apparemment bien présents là aussi dans l'espace, puis sa lévitation au Troca. Vous avez tous vu la vidéo. Je vais demander à Tessia de reprendre son récit que nous filmerons et de répondre à vos questions. Quand tout cela sera terminé, vous repartirez à votre QG et vous ferez tout ce qui est humainement possible pour répondre aux miennes. Bartoli poursuit. Tessia affirme avoir été littéralement téléporté à bord d'un vaisseau qui serait l'un de ces objets dans l'espace que vous étudiez. On lui aurait alors confié une mission et graduellement elle se dit habilitée à nous en dire plus. Des murmures se font entendre. Comme entrée de jeu, ajoute-t-il en levant une main, je vous jure sur la tête de cet enfant que nous allons tous ensemble aller au bout de cette affaire qui se présente sous trois options. Soit Tessia est très malade et tout sera fait pour qu'elle guérisse. Soit elle ment comme elle respire et Justine et moi, on va causer d'éducation à l'internat Paoli à Corte, ou alors tout ce qu'elle raconte est authentique et elle nous fera vivre l'une des pages les plus intenses de l'histoire de l'humanité tout entière. Au Lot, Justine tâte du pied l'épaisseur du tapis constellé d'hexaèdres roses, se demandant quel prix de malade peut bien valoir un truc pareil, s'étonnant d'avoir des pensées aussi frivoles, alors que ma fille était en train de jouer à la princesse de Star Wars pendant que Quentin s'époumonnait dans le marais en la cherchant comme un fou, et que bientôt elle va régurgiter son savoir ou son pseudo-savoir cosmique devant son grand-père corse et tous les petits génies du bazar du G3. Quentin, tout frais rasé, vient à sa rencontre et la prend dans ses bras. Je n'arrête pas de penser à la bouille qu'a dû faire ton père quand il a vu cette vidéo de Tessia avec ses baskets roses pendantes dans les airs. J'ai rigolé et sauté sur place comme une gamine quand il a menacé de me déshériter avec sa grosse voix de stentor. C'est toi qui te paies ma tête avec tes vidéos fake d'intelligence artificielle, petite française ratée. Tu me prends pour qui, un ricain bonasse? Ah, Quentin, foutu le rimel. Il m'a fallu une grosse heure pour le convaincre et finalement, c'est Henri qui a pris le relais. Mais j'ai peur. Chouquette a beau avoir des trucs d'astronaute en cavale à raconter, elle reste Chouquette. Toute cette bande de laborantins du G3, ils vont la charcuter, non? Virtuellement que je dis ça, mais ils vont lui faire du mal avec leurs questions. Tu crains pas ça? Ah là là, sois tranquille, Justine. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Ils savent réagir. Elle s'essuie les yeux. C'est énorme tout ça, son enlèvement, son histoire de salamandre, de bipède qui ne fait aucun sens, la tornade du troca. Elle va se faire... Ah non, ils vont la démolir avec leurs questions salopes et je m'y connais parce que je sais y faire. Tu dis rien, ça m'énerve, termine-t-elle en crichotant, puis se laisse tomber dans son fauteuil, soupire profondément et pose sa tête sur la hanche de son homme. Pourquoi t'as jamais peur, toi? Ça fait ça d'avoir une andouille aux noisettes comme déco dans le bas du corps? Quentin éclate de rire en lui en voulant de planter une image pareille, là, maintenant, dans sa tête. 5 minutes, lance une voix derrière la porte.
un des gardes du corps commandé par Valerio Bartoli pour assurer une sécurité sans doute inutile, mais qui préviendrait tout incident fâcheux. Justine se propulse hors de son fauteuil et transmet l'information à Tessia, toujours lente le matin, mais pas sur ce coup-là. Elle sort de sa chambre, magnifique et resplendissante, avec ce que sa grand-mère Agnès lui a offert alors qu'elle déambulait toutes les deux sur Fifth Avenue protégée par 5 gorilles. Elle porte un ensemble Hermès, une robe fluide de taille dentelle jaune paille avec une petite écharpe de tulle blanche et un pendentif attelage et des boucles d'oreilles sutures tout en corne. Ses longs cheveux noirs sont retenus en un superbe chignon au-dessus de sa tête à la Audrey Hepburn et son visage légèrement maquillé fait ressortir l'éclat de ses yeux. Envoûté, Quentin fait l'idiot. Justine, c'est qui cette dame? C'est pas le moment de socialiser. Elle est où, ma chouquette? Les deux principaux gardes du corps prêtés au G3 par Bartoli sont Maxime Granger, un Canadien ex-membre du x2, cette force spéciale appréciée sur tous les théâtres d'opération du monde, 42 ans, marié à Suzelle Chevalier, déjà nommée, athlète accompli détenant une maîtrise quasi parfaite du combat corps à corps, 1,83 m, les cheveux bruns drus, des yeux noisettes et la mâchoire bâtie à l'équerre. Son collègue posté au lot est Vince Abercrombie, 36 ans, un géant de 2 mètres aux cheveux bruns roux, très longs, frisottés, retenu en catogan, une barbe assortie. Bref, le tableau d'un survivaliste des Catskills égaré dans la civilisation, si on oublie ses coûteuses Ray-Ban. On peut distinguer sur son poignet le tatouage d'un crâne humain coiffé d'un béret vert avec une dague les transperçant et armé de 2 flèches croisées à sa base. Des Oppresso Liber, les Green Berets, le géant vert, comme l'appelle Granger, et qui finalement devint le Green Pea, le pois vert. Hé, Green Pea, plus qu'une minute, grésille la radio. Va chercher la demoiselle. Je viens d'avoir le compare. Il se dirige sur moi. Ça va commencer, fait savoir Granger. Greenpeace s'exécute et accueille le trio tout juste comme il sort de la suite. Au rapport, il ajuste son oreillette. RAS, c'est calme jusqu'à notre point d'arrivée. Je passe devant et les 5 autres font la boîte. On y va? Il n'y a aucune menace. Granger et Abercrombie sont les meilleurs du métier. Triés sur le volet dans l'agence de sécurité chargée de la protection de Valerio Bartoli lorsqu'il n'est pas en Corse. Dès qu'il pénètre dans la prestigieuse salle de réception Edison du Lot New York Palace, Henri Mathieu procède aux présentations d'usage, puis ordonne la fermeture des lustres, remet la clé USB du Troca en marche et prend la parole. Dans un premier temps, je rappelle que nos gens et les spécialistes du CNRS ont analysé les images captées au Trocadéro par Justine et tous ont reconnu qu'elles sont authentiques. Le vent en tourbillon très localisé sur Tessia, la lueur bleue générée puis absorbée par Tessia demeure inexplicable. Et idem pour le phénomène de lévitation observé, dit-il avec un pointeur laser fixé entre le sol et les baskets de Tessia sur l'écran. Les résultats d'analyse et de mesures techniques sont disponibles sur la clé devant vous et vous y trouverez aussi tous les rapports médicaux. Il fait une pause, baisse la tête légèrement et poursuit. Il semble que l'incident n'ait pas fait de bruit médiatique ou en ligne de nature à nous inquiéter. Et nous croyons que l'anonymat de Tessia soit préservé. À l'hôpital, les médecins ont traité une chute de pression. Les gendarmes ont cru qu'il s'agissait d'effets spéciaux pour un documentaire. Alors les médecins n'ont pas à traiter d'un cas d'autoluminescence associé à une lévitation divine. Assis sur la terrasse du Lot sur Madison Avenue, Radomir Milosevic active son minuscule micro. Ils sont toujours dans l'Edison, demande-t-il à Maxwell, son homme de main, un colosse noir, ancien mercenaire somalien, à la solde des pires carnassiers de la planète. Ouais, mais ils ont établi un périmètre assez large depuis que la fille est arrivée avec ses parents. Je ne peux pas rester planté là comme un idiot,
Alors je bute tout le monde ou je me casse. On ne bute personne aujourd'hui. Ouais. Et l'autre Malabar qui va les rejoindre me regarde et parle à son poignet. Non, je me taille. Vite fait. Terminé pour moi. Comme son chef ne répond pas, il déboule l'escalier, retourne aux cuisines, se débarrasse de son uniforme volé de chasseur et file aussitôt pour sauter dans un taxi sur la 51e. Radomir Milosevic, furieux, demeure à son poste. En 1995, Radomir Milosevic participe plus que tout autre au génocide de Srebrenica, soit la mort de plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques en Bosnie-Herzégovine, le pire massacre commis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faisait partie des hauts dirigeants des Scorpions, sous le commandement du général Ratko Mladic. Né à Lukavac, d'une famille très riche, il admirait tout ce qui concernait l'Église chrétienne orthodoxe et devint un ennemi juré de tous ses opposants. Miraculeusement sorti indemne des accusations de génocide, son fanatisme lui permit de se faire rapidement récupérer par les chasseurs de tête d'organisations religieuses extrémistes. Milosevic est un oiseau de proie, par la finesse anguleuse de son visage, marqué par une balafre, sa calvitie, la maigreur de ses longs doigts noueux et la dureté de son regard. Prompt à de terribles crises de colère, toujours vêtu de noir, il porte en permanence une croix en tubulure d'argent sur la poitrine. C'est par le plus grand des hasards qu'il se trouvait au Trocadéro et qu'il put voir Tessia dans son halo lumineux léviter et entendre les menaces sataniques proférées par la sorcière maudite dont il avait enregistré la scène un peu floue mais audible sur son cellulaire. Enfourchant sa puissante BMW, il avait suivi le quart des gendarmes pour ensuite s'approcher de l'urgence de l'hôpital et retrouver les coordonnées du couple qui venait d'y inscrire leur fille. Un jeu d'enfant. Pour Radomir Milosevic, toute trace de cette harpie juvénile venue droit de l'enfer avec ses faux miracles devait disparaître avant que par la frénésie des médias et des réseaux sociaux, on en fasse une sorte de déesse. Les suivre jusqu'à New York n'avait été pour lui qu'une escapade. Pendant ce temps, dans la salle Edison, avec sa complice à l'intérieur, il allait avoir accès à tout ce que se disaient ces gens réunis. Mes amis, leur dit Henri Mathieu, j'invite maintenant Tessia à s'exprimer librement devant vous. Tessia? Gracieuse, son visage exprime alors une essence provenant du fond des âges, faisant murmurer Quentin à l'oreille de Justine qu'il a l'impression que leur fille est brutalement devenue une femme d'expérience, livrant l'image qu'elle dirige un empire. D'une voix douce, fixant un point devant, Tessia s'adresse à chacun d'entre eux. Lorsque Clara, cette jeune femme aux cheveux rouges, m'a entraîné comme par magie à bord de ce vaisseau, elle a utilisé le mot interfacier. Cela signifie se transporter d'un point à un autre par l'intermédiaire d'une ouverture pratiquée vers une autre dimension. Clara Lightwood, qui porte en réalité le nom de Garonne, n'est pas une magicienne, une mutation génétique, une erreur de la nature ou une sorte de monstre, pas plus que moi d'ailleurs. Elle est une hybride, dont le père, Joriel, transite d'une dimension à l'autre, ce qui lui permet de le faire et peut entraîner avec elle une personne comme moi, en la tenant avec elle. C'est saisissant. Elle fait une pause. Il n'y a plus un son. Le visage de chacun est tendu. Plusieurs ont des yeux inquisiteurs fixés sur elle, sans aucune compassion, malgré le fait qu'elle soit de la famille. Vous cherchez à savoir ce que nous sommes. Eh bien, si notre corps a vu le jour sur votre planète, l'esprit ou la conscience qui est la nôtre vient d'ailleurs. Je suis Tessia, né sur ce monde, mais mon esprit est tout autre et vient de Méria. Nous sommes des millions ainsi, mais très peu sont conscients de leur double nature. Elle fait une autre pause. Le moment s'allonge. Je suis ici en mission pour générer une énergie que certains humains reconnaîtront, alors que d'autres
vont majoritairement s'y opposer. Cette fois, Normand Jourdain et Hans Jaeger bougent sur leur fauteuil. Henri Mathieu, lui, sourit. Jourdain, l'astrophysicien, ne peut plus tenir. Sceptique invétéré, il ne s'y fait pas. Une énergie nouvelle? Pourriez-vous préciser? Demande-t-il très respectueusement, cachant mal son irritation. Tessia répond. J'y viendrai quand le temps sera venu, ce qui cause un effet dissuasif immédiat chez lui. Tout a commencé il y a très longtemps, poursuit-elle. Une grande influence née du libre choix a forgé dans le feu d'un jugement malsain les éléments porteurs de notre monde. C'est à ceux qui ont choisi ce camp de mettre à bas cette influence. Ce futur nous appartient et n'a qu'un seul obstacle à vaincre par cette énergie, la peur. Se penchant pour parler au creux de l'oreille de Quentin, Justine s'accroche à son bras. La vache, Quentin, c'est Chouquette? C'est Chouquette qui parle comme ça? Tu l'as entendu? On aurait dit un corps de pompe de la Sorbonne. Punaise, elle n'a que 13 ans, elle va couler ses maths. Merde, Quentin! Chut, bon sang, Justine, lui assène Quentin. Jourdain, visiblement irrité, ne peut se retenir. Mais la peur n'est pas une énergie, je ne saisis pas. Tessia hausse le ton. La peur est la plus sournoise forme d'énergie qui soit. Choisissez votre camp. Choisissez votre polarité. L'insidieux revient, mais nous y serons aussi. C'est alors qu'une sorte de luminosité semble se former, moins puissante que la fois précédente au Trocadéro, mais suffisante pour être observée. Jourdain, déjà sur le bout de son fauteuil, se rembarre et s'écrase complètement dépassé par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Des yeux, il cherche un projecteur, un trucage. Toute sa vision du monde s'égrène, se dépixélise à cause de cette fille. Les autres ont tous la bouche ouverte, sauf Henri Mathieu, imperturbable, un léger sourire aux lèvres. Quant à Justine et Quentin, ils sont baba, que dire d'autre? Tessia poursuit. Nous ne pouvons plus attendre. Un très grand cycle se terminera sous peu et ce monde qui est le vôtre entrera en émoi. Jaeger ferme les yeux. Jourdain est assommé, cherche un appui pour mettre un terme à tout cela, convaincu que le travail d'expertise médicale a été salopé et que cette pauvre enfant est droguée par une substance inconnue. Quand la lumière augmente d'intensité, enlevant tout doute, Quentin et Justine, main dans la main, les jointures blanchies et raides comme la corde d'un arc, fixent leur fille. Une aura de totale incompréhension autour d'eux, mais avec aussi dans leurs yeux cette lueur qui trahit l'amour inconditionnel qu'ils éprouvent pour elle. D'une voix feutrée, Justine se confie à son homme. C'est foutu pour Chouquette, on ne pourra plus jamais l'appeler Chouquette. Comme pour le confirmer, la voix de Tessia emplit toute la salle. Je ne suis qu'un phare qui rappelle aux gens de la côte que les grands vaisseaux naviguant au large partent. Maintenant, dit-elle en faisant un grand geste. Et quand ils seront de retour, ils viendront s'amarrer à nos ports, cette fois. Elle s'arrête et après avoir respiré profondément, elle ajoute tout simplement « Ils jetteront l'ancre. L'insidieux, bel Larion, est vaincu, mais il veut encore se battre. » Henri Mathieu se racle la gorge. « Dis-moi, mon enfant, y a-t-il un caractère religieux derrière tout ça? » « Je ne suis d'aucun culte, réplique Tessia d'un ton sec. C'est ce que je croyais, Tessia. Maintenant, dis-moi, nous parlons bien des représentants d'une civilisation exogène ici. Oui, particulièrement de nature extradimensionnelle, monsieur Henri. Je suis l'ouverture d'une grande symphonie, mais ce sont les terriens qui vont décider si cette musique enchante ou tient lieu de crissement à l'oreille. Et si tu devais parler à des millions de gens, que leur dirais-tu? Ce ne sera pas à moi de le faire. L'oratoresse à venir est choisie. Mais si c'était ma mission, je leur dirais de ressentir les énergies, de faire un choix. Dans l'avion privé ramenant l'équipe du G3 au Canada, la tension est à son comble. Jourdain et Jaeger sont convaincus que Tessia Bartoli
est frappé par un délire psychotique quelconque ou induit par une substance et que de nouvelles analyses doivent être effectuées. Henri Mathieu répond alors que pas une substance psychotrope ne peut expliquer cette lumière qui s'est dégagée d'elle et sa capacité de l'éviter, à moins que ce ne soit nous qui sommes drogués, leur dit-il avec un sourire. Il reçoit une communication urgente. Il écoute, hoche la tête, demande « À quelle heure précise? Il y a une corrélation? Parfaite. Merci. » Voilà une information qui devrait suspendre pour un temps votre requête d'analyse supplémentaire sur la condition mentale de notre petite Tessia. Vous n'avez pas oublié ce que Tessia a dit à propos des vaisseaux qui viennent tout juste de partir et qui reviendront un jour. Eh bien, sachez, messieurs, qu'il y a 2 heures, 37 minutes et 14 secondes, si j'en juge par l'heure indiquée sur la vidéo, au même moment où elle prononçait ces mots, les centaines d'objets en question et qui se tenaient dans l'espace sidéral ont aussitôt disparu. Comme ça, comme le disait Tessia, ils ont interfacié, termine-t-il en riant de bon cœur, tapant fortement sa main sur le dossier du siège. Reprenant son souffle, il poursuit. Ouf! On vit de grandes choses, mes amis. Ça va demander un peu de temps pour qu'on le réalise. Quentin, Justine et Tessia, de retour de New York, sont maintenant séquestrés à domicile à la demande du comparé. Attachés en permanence à leur personne et occupant un camping-car devant la maison, Maxime Granger et Vince Abercrombie se partagent les heures de garde, ce que Quentin désapprouve. Ah, ça cause plus de stress de se savoir protégé par 2 malabars que pas du tout. J'en ai plus qu'assez. Justine, tu as démissionné de ton poste à Radio France, j'ai transféré mes responsabilités du magazine à Françoise, l'école de Tessia croit que nous sommes déménagés au Canada, il ne se passe plus rien, et ces foutus vaisseaux de Mars sont repartis sur Vénus. Alors on fait quoi là, hein? Justine, je veux aller en Normandie, au Mont-Saint-Michel. Un de mes chroniqueurs a écrit un article. Ça bat pas la tête, il n'en est pas question. Érupte Justine, furieuse. Ce que tu peux être naïf par moment, Quentin Arnaud. Maxime, le Canadien, m'a dit que je devais penser sale. J'ai pas tout saisi, mais il disait que quand le jupon dépasse, c'est que le navire prend l'eau, ou un truc du genre. Eh bien, le jupon, il est trempé et dépasse jusqu'en Normandie, si tu veux mon avis. Quentin sait que la soirée sera longue et difficile. Elle recharge et fait feu de nouveau, toute canonnière pointée sur lui. C'est n'importe quoi. Tu te penses dans un roman à 2 sous? Tu penses que ça va finir à la Disney? Non, Quentin Arnaud. Tout va partir en couille. Il y avait des gens au trocas quand la chouquette s'est mise à surfer dans le vide. Alors ne fais pas l'idiot du village. Ignorant la pique, Quentin s'impatiente et insiste encore et encore sur l'absolue non-dangerosité de visiter le Mont-Saint-Michel. Il décide même d'appeler Maxime Granger sur son portable et lui demande de se joindre à eux avec Greenpeace pour en discuter. Furieuse, elle tombe sur elle-même, les bras ballants pour illustrer son désarroi, ce à quoi Quentin lui dit « Les femmes corses sont comme leur café », marmonne-t-il les dents fermées. Essaie de tourner comme ça, tu vas te luxer une cheville. Sache, Quentin Arnaud, que je suis intraitable quand les gens que j'aime peuvent être menacés. C'est plus fort que tout. Alors, fin de discussion. Quand Greenpeace et le Canadien seront là, tu feras ton rapport à Bartoli, l'AF Corse de service. C'est clair? Moi, je me casse dans la cuisine avec Tessia et on va se faire des fiadonnées au châtaigne. Et toi, tu te mangeras les doigts. Garde-en pour demain, je n'ai pas terminé avec toi. Quentin avait fait savoir un jour à Maxime Granger qu'il ne pourrait jamais émigrer au Québec parce que les pitbulls y étaient interdits. Malheureusement pour lui, Justine l'avait entendu, donc inutile de décrire la scène. Non, mais qui c'est le mec qui a dit que les enfers n'ont pas de pire furie qu'une femme dédaignée, dit-il à voix basse, oubliant l'excellente capacité auditive de sa conjointe. Andouille! Entend-il clairement.
Dans la semaine qui suit, Justine évite le sujet, mais son attitude est sans équivoque. Elle est furieuse contre le monde entier parce que Granger et l'autre gorille de 2 mètres ont approuvé le projet du Mont-Saint-Michel avec l'enthousiasme de baraquer à qui on ne la fait pas. Furieuse aussi contre elle-même parce que finalement, elle a cédé devant l'insistance de Tessia, carrément morte d'ennui, mais avec promesse de ne parler que de sujets de cette planète. L'archange en jupette versus des gnomes de l'espace, ça passera pas marrant, lui a-t-elle dit. Ils sont donc tous là, tous les 5, sous la porte du roi, la seule issue du Mont-Saint-Michel. Et l'autre groupe de gorilles confirme qu'ils n'ont pas été suivis et vont écumer le secteur à la recherche de menaces potentielles. Autour d'eux s'érigent d'énormes remparts imprenables et cet ancien pont-levis, surmonté de sa herse intimidante, alors que droit devant s'allonge la rue principale, en pavé, où s'alignent auberges, boutiques et restaurants. Des centaines de gens se frayent un chemin, paisiblement, comme si la majesté du lieu le commandait. Captivés, ils poursuivent leur ascension, la rue étant une forte pente. Par pluie abondante, on imagine ces pierres rendues glissantes. Ils passent devant la Croix-Blanche et sur sa gauche, Quentin sourit en voyant cet escalier dont l'étroitesse presque absurde fait dire à Justine que ce ne sont pas ces moines-là qui ont inventé la bière. Plus haut, frôlant le ciel, ils appréhendent la vue prenante sur la mer de Tangues et les prés salés. Puis, ils traînent dans le vaste jardin du cloître entouré de colonnettes de poudingue pourpre et après avoir traversé le réfectoire et la salle des chevaliers, ils atteignent le chœur gothique. Justine est stupéfaite par la lumière irisée provenant des vitraux, cette dentelle fractale sur fond de pierre de taille. Ils sont étourdis par l'immensité de la tâche en ces époques où la technologie était inexistante. Mais Justine se la boucle, de peur que Quentin se mette à délirer sur des théories sans nom. Entourant Tessia dans ses bras, les deux se laissent bercer par le vent salé, admirant les contreforts massifs de la merveille et les arcs boutants du chevet, les rampes, les pinacles, les larmiers, et bien sûr le beffroi et la statue de Michel. Le regard de Quentin se porte au loin, et ça y est, il est parti. Il fait signe aux 2 hommes qu'il est prêt à discourir, et Justine glousse à l'idée que ça leur apprendra à suivre monsieur. Il faut prendre la mesure que des siècles durant s'est écoulée l'eau des 3 rivières se jetant dans la mer sous l'œil bienveillant de l'archange. Flux et reflux ont ensablé l'immense monastère bien assis au sommet des remparts bordant le village érigé à ses pieds. De très loin, dit-il en projetant sa main vivement, le pèlerin risquait sa vie dans les sables mouvants, aussi sournois qu'invisibles, se perdant lorsque la brume masquait son objectif, ou se laissait engloutir par le galop furieux des eaux montantes et cruelles. Justine va craquer. Elle n'arrive pas à croire que Greenpea, avec son français importé de Détroit, est capable de le suivre. S'il avait la vie sauve, il pouvait admirer la silhouette élégante du prieuré et sa flèche pointant vers le ciel. Comme une phalène obsédée par la lumière, il poursuivait sa lente progression. Vous savez, dit-il, en se retournant brusquement, faisant sursauter le géant, ce même pèlerin avait parcouru les chemins menant à Rome, Jérusalem et Compostelle, et terminait sa démarche sacrificielle aux confins de l'Ouest chrétien. Il fait une pause, prolonge un soupir exalté et poursuit. De cet insondable mystère qu'est son existence, il pouvait à son tour extraire du granit réfractaire un monument à la gloire de l'esprit, le sien, en posant pierre sur pierre, l'édifice indestructible à l'intérieur duquel il habiterait un moment d'éternité. Voilà où loge la mystique du Mont-Saint-Michel. Vous saisissez? Elle rappelle que la foi et la gnose sculptent les montagnes et que d'un océan à l'autre, ignorant les frontières, les régimes et les lois humaines, elles se posent tel un oiseau des grèves sur leur conscience et y font leur nid. Wow! Laisse doucement échapper un Maxime Granger, alors que Vince, comme s'il sortait de transe, regarde Quentin dans les yeux et lui dit
Doit coûter un max d'entretenir tout ça, non? Granger esquisse un sourire, mais Quentin, atterré, ne répond pas. Saturés, ils reprennent leur descente vers la réalité temporelle des auberges que le fumet des omelettes de la mère Poulard rend irrésistible. Mais Justine préfère retourner à la chambre de l'auberge Pierre pour se reposer. Tessia veut une glace et jeter un œil sur la boutique de souvenirs qu'elle a vue en bas. Oreillette opérationnelle, Vince va demeurer à la porte de la chambre où Justine va se détendre alors que Maxime sera le détachement de Quentin et Tessia. Les hommes d'escorte sont dispersés un peu partout, l'œil ouvert. Tessia est au centre du trio et Maxime Granger se tient derrière elle. Ils franchissent l'arche de pierre à 1 mètre de la porte du roi quand soudainement il voit Tessia faire un pas rapide et maladroit sur sa droite alors qu'il reçoit un petit éclat tout près de l'œil qu'il fait grimacer. Son calcul est ultra rapide. Un éclat signifie un impact sur la pierre tout juste à côté de lui et instantanément il localise un trou blanc sur la pierre foncée, là où se trouvait la tête de Tessia. Et pendant qu'il se jette sur elle et son père et qu'il crie « Doc !» de toutes ses forces, il sait qu'un projectile vient d'être tiré par une arme munie d'un silencieux. Et il sait que lorsque Tessia s'est déplacée vivement, ce geste inattendu lui a sauvé la vie. Comment a-t-elle pu savoir n'est pas encore la question qu'il se pose. Quentin et Tessia sont allongés et ne bougent plus. Vince, en lien radio avec son collègue, est furieux de ne pas y être. Mais Justine, avec sur le visage l'expression « Je vous l'avais dit, bande !» lui donne l'ordre de la laisser et de se ruer pour aider Maxime à protéger son homme et sa fille, et lui balance une oreillette et un micro pour qu'elle puisse suivre la situation. De son côté, Maxime se retourne et sait fort bien qu'il est une cible, mais pas la cible, toujours protégé par son corps, lui-même par une veste en Kevlar. En moins de 3 secondes, il a déterminé la position approximative du tireur et fouille des yeux tout ce qui semble suspect. Déjà, plusieurs touristes s'éloignent en courant et en criant, voyant bien qu'une scène anormale se joue à contre-jour de la dignité de ce lieu de pèlerinage. Maxime crie à Quentin et Tessia. « À mon signal !» Il pointe une alcôve à droite, au fond, pour s'y diriger. C'est alors qu'il voit Vince en haut du rempart lui faire un signe négatif sur la position du tireur. Mais il sait qu'il est là, tapi non loin et probablement très en colère d'avoir raté une cible aussi facile. À ce point-ci, Granger jongle avec l'idée de mettre un terme à la menace en éliminant le ou les tireurs ou de simplement sonner la retraite et rentrer à Paris. Avec sa radio, il informe les hommes de Bartoli de la situation. « Je l'ai en visuel à 11 heures, lui lance Vince. Je m'occupe de lui. Taille moyenne, très mince, chauve, gilet noir, tête brûlée de l'Europe de l'Est. Les renforts seront là sous peu. » Quentin est au beau milieu de la grande rue, hébété, les bras ballants. Granger se rue sur lui et comprend son problème. Tessia est nulle part. Elle a recommencé. Elle me refait le coup du marais. Elle est partie, balbutie Quentin décontenancé. Les ordres claquent comme le fouet. Maxime veut ramener Quentin à la chambre avec Vince et partir à la recherche de Tessia. Le non, pas question, nous irons tous chercher ma fille, de Justine est si fort dans son oreillette qu'il doit presque la retirer. Une fois tous réunis, la décision est prise. Justine va partir avec Vince et Maxime ira avec Quentin. Les gendarmes n'y sont pas encore et l'escorte informée va se placer en des points stratégiques du mont avec en tête celle du chauve, mince, en gilet noir et armé. Le duo de Justine explore le bas du monastère alors que le second emprunte un petit escalier vers le sommet du mont. Rendu en haut, Maxime voit l'homme chauve décrit par Vince qui regarde dans leur direction. Il pousse Quentin violemment qui s'écrase au sol en geignant, mais les éclats de pierre se multiplient et chacun fait de son mieux pour se mettre à couvert, ce qui enlève à Maxime toute possibilité de riposter. Subitement, foudroyé par le fait qu'il n'a plus de protection, Quentin paralyse, net sur place, lorsqu'un projectile le décoiffe. Le cœur battant, la chamade, l'adrénaline s'engouffre dans ses veines et l'alarme retentit, celle qui fait détaler le chevreuil lorsqu'il sent l'odeur du loup.
Mais plus que tout, il veut retrouver sa fille, même au péril de sa vie. Il a été poussé par Granger vers la gauche, sur une allée plus longue se dirigeant vers l'inconnu. C'est elle qu'il choisit. Il y trouve 3 marches, puis une allée de quelques 10 mètres obliquant vers la droite, où une porte rougeâtre bardée de fer obstrue la vue. Il entend Granger crier son nom à plein poumon, mais il sprint, rate l'une des marches et tombe lourdement sur la pierre, s'écorchant le genou et la main. Il se retourne, mais ne voit personne. Il poursuit sa course en boitant. Dès qu'il passe la porte rouge, il voit un autre escalier bordé d'un mur de moellons de pierre. Il gravit les marches. Le souffle lui manque. Son genou et sa main lui font mal, un mal de chien, et il anticipe de façon pessimiste la suite de son parcours. C'est alors qu'il voit l'homme, chauve, plus haut, qu'il regarde intensément. Il porte un gilet noir. Comme s'il venait de s'électrocuter, Quentin bondit pour s'éloigner du tueur, se disant que ce type finira par l'avoir. Il passe sous une lanterne et vire sur sa gauche, manque de glisser sur la vieille pierre polie par les siècles. La panique se forme, irrépressible. Il sait que son adversaire ne le lâchera pas. Il fonce comme une proie vulnérable fait pour sa survie. Mal lui en prend. Il se trouve devant l'enceinte des Fanils, une terrasse plus large, surmontée d'une tourelle avec une autre porte rougeâtre bardée de métal. Il essaie en vain de l'ouvrir en la secouant de toutes ses forces. Ses yeux se mouillent, il a peur, il tremble, et en se retournant pour quitter ce foutu cul-de-sac, le chauve est là, devant lui, le fixant d'un air aussi haineux que meurtrier. Comme hypnotisé, Quentin fixe la croix en tubulure d'argent sur sa poitrine. Sur sa gauche, comme sur sa droite, un mur de pierre se dresse devant Quentin. Il y a bien quelques aspérités, mais il sait qu'il n'arrivera jamais à grimper. Pour se retrouver où? Au-dessus du vide? D'autres larmes lui viennent aux yeux. Il se laisse glisser le long du mur. Quentin n'est rompu à aucune forme de combat. Justine lui ayant déjà dit que battre un œuf serait déjà un bel exploit. Si cet homme veut en finir, il n'a que l'embarras du choix sur la méthode. Radomir Milosevic, il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, marche lentement vers lui avec un sourire mauvais. Quentin se voit comme une limace en souliers vernis, complet cravate, les poumons crachant le feu, la tête bourdonnante sous l'effort, écrasé par cette course effrénée et blessé. L'homme s'approche de plus en plus. Il lève son arme. Suite au prochain épisode.